Voici la correction sur la première partie du TP sur les interférences concernant l'interfrange. Alors l'objectif de ce TP était de déterminer la longueur d'onde du laser grâce aux interférences obtenues avec des fentes Young. Donc voici le texte du sujet. Nous disposions donc d'un laser dont la longueur d'onde était de 640 nanomètres. Ensuite, de fentes dont l'espacement entre les fentes était de 200 micromètres, 300 micromètres et 500 micromètres. Et on vous demandait donc de reproduire l'expérience à l'aide du matériel. Pour chaque couple de fentes, il y avait donc ces 3 couples de fentes, et bien d'en mesurer l'interfrange I. On vous donnait l'expression de l'interfrange en fonction donc de petit b, donc qui est égal ici à lambda fois d sur petit b. Donc lambda représente la longueur d'onde du laser, d représente la distance entre les fentes et l'écran, et petit b la distance entre les 2 fentes. Et on vous demandait, en réalisant une modélisation sur le logiciel tableur grapheur régressif, de déterminer donc la longueur d'onde du laser ainsi que son incertitude. Et donc de pouvoir ensuite comparer la valeur du lambda expérimental à la valeur fournie par le constructeur, à savoir le 640 plus ou moins 10 nanomètres. Allez, c'est parti. Donc au niveau du montage, c'est celui-ci. Donc le laser va éclairer les 2 fentes et on va obtenir une figure donc d'interférence avec donc ici entre 2 franges sombres ou le centre de 2 franges claires, donc l'interfrange petit i. On reconnaît en fond ici donc une grande tache centrale et des plus petites sur le côté qui correspondent à la diffraction par chacune des 2 fentes. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la figure d'interférence. Alors, le protocole ici, on va réaliser une figure d'interférence donc avec les fentes Young. On va mesurer plusieurs interfranges pour en diminuer l'incertitude de mesure, c'est-à-dire qu'on ne va pas mesurer juste un i, mais on va mesurer par exemple 5i, 6i ou plus. Alors pourquoi on fait ça? Pour en diminuer donc l'incertitude de mesure. On utilisera ensuite d assez grand, cette distance ici, pour avoir des interfranges les plus grandes possibles. Voilà un exemple pour d égale 1,50 m. Alors toutes les valeurs qui suivent sont prises par un binôme d'élèves. Donc voici ce binôme, ce qu'il a obtenu. Là, il a mesuré donc 5 interfranges avec la plus petite... le plus petit couple de fentes ici à 200 micromètres, donc c'est la distance ici entre les 2 fentes, et il a trouvé 2,50 pour 7i 2,30, pour 15i 3 cm, toujours avec d égale 1,50 m. Et donc nous obtenons en divisant donc cette longueur par 5 pour avoir la valeur de i, donc 1,50, puis 1,33 pour 300 micromètres et 0,20 cm pour 500 micromètres. Bien, alors maintenant, quel est le protocole? Voilà, j'ai reporté ici les valeurs. On vous dit que la relation entre l'interfrange I et la distance B entre les 2 fentes vaut ceci. Alors, ici, ce que vous avez eu tendance à faire, c'est d'écrire lambda égale I fois B sur grand D. Et de calculer le lambda pour donc les 3 couples de valeurs. Seulement si vous faites ça, vous allez avoir 3 valeurs de lambda différentes. Et donc lequel vous choisissez? Vous en faites une moyenne? Mais qui nous dit que ça correspond à une moyenne? Qui nous dit qu'il n'y a pas un point qui est un petit peu trop éloigné par rapport à une valeur moyenne? Donc, en physique, on ne peut pas raisonner comme ceci. Sauf si on fait une seule mesure, oui, on va mesurer lambda. Mais si on en fait plusieurs, on va chercher à tracer une courbe d'une variable en fonction d'une autre variable. Donc, certains d'entre vous ont cherché à tracer lambda en fonction d'autres variables. Sauf que lambda n'est pas une variable. Lambda est une constante, puisqu'on a utilisé le même laser. Donc, pour ce faire,
on va écrire l'expression d'une variable en fonction d'une autre variable. Donc d'un côté du égal, je dois avoir une variable, de l'autre côté du égal, je dois avoir une autre variable. Ici, j'ai les deux variables du même côté du égal, donc je ne peux rien tracer comme ceci. Donc ici, je m'aperçois que cette relation peut s'écrire comme ceci. I est égal à lambda fois d multiplié par 1 sur b. Donc mes deux variables ici sont petit i et petit b. Sauf que si je trace i en fonction de b, eh bien, pour que vous compreniez un petit peu mieux, on va faire un changement de variable. Le y, on va dire que c'est i. Et le x, on va dire que c'est b. Du coup, cette relation que nous venons d'écrire, elle revient à écrire que y égale lambda d multiplié par 1 sur x. Bref, y est égal à une constante divisée par x. Et si on trace cette fonction, donc y en fonction de x, eh bien c'est à une constante près l'inverse de x, et donc on obtient une courbe qui est comme ceci, et donc pas exploitable. Donc ce n'est pas ce changement de variable que nous allons utiliser. J'efface. Donc comme variable, je vais garder ceci, et je vais prendre cette variable-là. Donc si je fais le changement de variable, je peux écrire que y est égal à i, et x est égal à 1 sur b. Ainsi, si je réécris cette expression, ça me donne y égale lambda d multiplié par x. Donc là, je reconnais une équation du style y égale m fois x. M étant le coefficient directeur, qui ici, pour nous, vaut lambda d, qui sont des constantes, je vous rappelle. D est constant et lambda est constant. Donc vous comprenez bien que si je trace y en fonction de x, eh bien, ce type d'équation, c'est bien une équation linéaire de pente ici qui vaut petit m, mais petit m qui vaut lambda fois d. Donc, nous, il n'y a pas de x et de y, ça c'était pour essayer de vous l'expliquer par rapport aux mathématiques, mais nous, on a bien un i, non pas en fonction de b, ce que l'on va faire ici, donc je gomme ceci, et je vais mettre ici 1 sur b. Et donc, vous reconnaissez par rapport à cette équation, le y égale lambda d fois votre deuxième variable ici, mais 1 sur b. Et donc, on obtient bien une équation linéaire de pente ici, ce terme-là, c'est-à-dire lambda d. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que je trace i en fonction de 1 sur b. Donc, je dois tracer la fonction i égale f de 1 sur b. Allez, ben c'est parti. Donc, j'écris le protocole. On va tracer la courbe i égale f de 1 sur b, que l'on modélisera donc par une fonction linéaire dont la pente vaut lambda d. Je répète, ceci, c'est dû à cette expression, je n'invente rien. Et ensuite, en divisant par d, donc cette pente, on obtiendra la valeur expérimentale de lambda, puisque la pente vaut lambda d, donc lambda d divisé par d, j'aurai bien la valeur de lambda. Donc, voici ce que je vais chercher à faire. Je vais donc tracer ces deux variables, enfin cette courbe i en fonction de 1 sur b. Attention, au niveau des unités, donc 1 sur b, enfin b étant en mètres dans les unités du système international, 1 sur b sera en mètres moins 1, i lui sera en mètres, et on va faire ça au niveau de régression. Alors on y va. Donc je fais fichier nouveau clavier. Je vais rentrer donc uniquement les valeurs de i et de b, attention, dans les unités du système international. Donc i ici en mètres et b ici en mètres également. Ensuite, donc, je vais rentrer les différentes valeurs. Donc, on a dit
I égale 0,50 cm, donc il faut que je convertisse en mètres, c'est-à-dire 0,50 fois 10 moins 2, donc 0,50 E moins 2. Et pour B, cela correspondait à du 200 micromètres, c'est-à-dire 200 10 puissance moins 6 mètres, c'est-à-dire 200 E moins 6. Ensuite, I égale 0,33 cm, donc E moins 2. Et ici, 300 E moins 6. Et enfin, la dernière valeur, 0,20 cm, donc 0,20 E moins 2. Pour B égale 500 E moins 6 mètres. Voilà. Donc maintenant, juste pour vous montrer, si je trace le graphe, donc pas B en fonction de I, mais I en fonction de B, comme j'ai voulu vous le montrer tout à l'heure. Donc ici, I, ok. Eh bien, j'ai cette courbe ici, là. D'accord? On voit le point ici, là et là. Et donc ça fait une courbe, c'est la fonction inverse classique. Bon, c'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux pas tracer I en fonction de B, mais I, donc ce qu'il y a à gauche du égal, en fonction de 1 sur B. 1 sur B, il ne connaît pas. Donc, je vais créer cette longueur, cette grandeur, pardon. Donc là, c'est une grandeur calculée. Le symbole de la grandeur, je vais l'appeler inv de B, c'est-à-dire inverse de B. L'unité, puisque B est en mètres, alors l'inverse de B sera en mètres moins 1, donc M chapeau moins 1. Et ici, je lui écris la formule 1 divisé par B, exactement le même B que j'avais écrit ici. OK. Donc maintenant, je repasse au graphe et là, je vais lui dire que je veux I en ordonnée, ça c'est bon. En abscisse, c'est inverse de B. OK. Et donc là, vous voyez que j'ai des points qui ont l'air d'être alignés. Donc je vais les modéliser par une fonction. Je n'écris rien ici, c'est lui qui va m'écrire le modèle. Donc je choisis ici le modèle pas affine mais linéaire, d'après l'équation I égale constante fois 1 sur B, constante étant égale à lambda D. Et donc il me l'écrit I égale une constante multipliée par 1 sur B. L'inverse de B, c'est 1 sur B. Je n'oublie pas de faire ajuster. Et donc voici la pente, ici, petit a, pour lui c'est la pente, 9,97 10 puissance moins 7, donc, et on va réfléchir à l'unité. Et on vous donne aussi une incertitude type, d'accord, de 14 10 puissance moins 9 mètres carrés. Alors, on va écrire tout ça maintenant. On va reprendre ces valeurs. Donc, après modélisation par une fonction linéaire, on obtient l'équation I est égal, donc on avait dit petit a, qui vaut 9,97 10 puissance moins 7, multiplié par 1 sur B. Avec donc le coefficient directeur, qui vaut petit a égale à 9,97 10 exposant moins 7. Alors, quelle est l'unité? Ce terme-là est égal à ça divisé par tout ça, c'est-à-dire des mètres divisé par des mètres moins 1. Donc, des mètres divisé par des mètres moins 1. Bon, mais je vais faire passer le mètre moins 1 au numérateur, donc je vais changer le signe de sa puissance. Ça veut dire mètre fois mètre plus 1. Bon, ça fait donc des mètres carrés. Ce qui est cohérent, puisque la pente, c'est lambda d. Or, lambda d, c'est bien une longueur lambda fois une autre longueur d, donc des mètres fois des mètres, ça fait bien des mètres carrés. Donc, pour avoir lambda, il suffit de diviser ce terme par d, donc 9,97 10 exposant moins 7 sur 1,50, puisque j'avais donc 1,50 pour d. Alors, si je fais le calcul, je trouve 6,65 10 exposant moins 7 mètres. Alors, une autre chose importante, donc ça, si je le mets en nanomètres, je multiplie par 10 puissance 9. Donc 10 puissance 9 fois 10 puissance moins 7, ça fait 10 puissance plus 2. Et 665 10 puissance plus 2, ça fait 665 nanomètres. Ça, c'est pour pouvoir le comparer après à la valeur donc expérimentale. Donc la valeur expérimentale, elle était à 640 nanomètres, excusez-moi. Une chose importante, c'est que sur Régressi,
on nous donnait donc la valeur du coefficient directeur avec son incertitude. Et donc, je rappelle ici, donc c'était écrit sur un régressi A égale donc 9,97, 10 exposant moins 7, donc mètres carrés. Et on avait aussi U de A, c'était Régressi qui nous l'avait donné, c'était 14, 10 exposant moins 9. Donc, vous savez que, je vous l'avais écrit, quand on a une grandeur qui est égale à k fois une autre grandeur, alors U de A sera égal aussi à k fois U de B. Donc, tout ça pour dire que nous, on a notre pente, qu'on appelle petit a, qui vaut lambda d. C'est pareil, si vous voulez, d fois lambda. Avec d étant une constante. Or, on me donne l'incertitude sur A. Donc, je vais pouvoir en déduire l'incertitude sur lambda, puisque l'incertitude sur A est égale à donc, la constante D fois l'incertitude de lambda. Donc, ici, eh bien, je peux dire que l'incertitude de lambda, c'est donc égal à l'incertitude de petit a sur D. Donc, c'est égal ici à 14 10 exposant moins 9 sur 1,50 et cette valeur, je vais l'arrondir par excès à un seul chiffre significatif. Donc on obtient 9,33 10 moins 9. Bon alors je vais l'arrondir par excès, ça me donne 10 10 moins 9, mais avec un seul chiffre significatif, ça me fait 1 10 puissance moins 8. Ainsi, je vais pouvoir conclure. Donc au final, j'ai trouvé un lambda expérimental qui était égal à 6,65 10 puissance moins 7 mètres. J'ai trouvé un U de lambda expérimental qui valait 1 10 puissance moins 8 mètres. Alors rappelez-vous, il faut que je l'écrive avec la même puissance de 10. 0,1 fois 10 exposant moins 7 mètres. Alors, pour avoir le même nombre de chiffres derrière la virgule, eh bien, il va falloir que je me sépare de ce 5. Donc, finalement, mon lambda expérimental s'écrit 6,7 plus ou moins 0,1, le tout 10 puissance moins 7 mètres. Ça veut donc dire aussi que lambda expérimental est compris entre 6,8 10 puissance moins 7 mètres et 6,6 10 puissance moins 7 mètres. Or, j'avais un lambda théorique qui était égal à 640 plus ou moins 10 nanomètres. Ce qui s'écrit aussi, ça veut dire qu'un lambda théorique compris entre 6,50 10 exposant moins 7 mètres et 6,30 10 puissance moins 7 mètres. Alors, il faut regarder maintenant si on a entre ces deux intervalles eh bien, un domaine commun. Vous voyez qu'on n'en est pas loin, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Entre 6,6 et ici 6,5, eh bien, on a un petit peu d'écart. Donc, en fait, on ne peut pas conclure comme notre valeur qui est juste. C'est pas grave, on va expliquer juste pourquoi, donc on va l'écrire quand même. Alors à quoi c'est dû? Tout simplement aux imprécisions de mesure. Vous voyez qu'on n'en est pas loin, donc aux imprécisions de mesure qui ont été réalisées. Peut-être aurait-il fallu donc avoir une distance supérieure à 1,50 m et puis mesurer aussi plus de i pour avoir plus de précision. Voilà ce que l'on peut dire sur ce TP. Ce qui est important, donc, c'est vraiment le raisonnement par rapport à une équation avec plusieurs variables. Donc, il faut une variable du côté d'un égal et l'autre variable de l'autre côté. Et tracer donc cette variable qui est à gauche du égal en fonction et soit de la variable en tant que telle, soit d'un changement de variable en
en jouant donc avec les fonctions pour pouvoir tracer une droite. Nous, en physique, on aime les droites. Hein. Dès qu'on peut avoir une droite, on fait tout pour avoir une droite. Bon, des fois, c'est pas possible, mais dès qu'on peut avoir une droite, on le fait parce que ça, tout ce qui est droite, normalement, mathématiquement, vous connaissez bien. Donc, soit que ce soit des fonctions affines ou linéaires, on peut en calculer les pentes, les ordonnées à l'origine. Tout ça, c'est quelque chose de très facile. Donc, dès qu'on peut trouver une droite, eh bien, on va le faire. Et pourquoi on fait cela et non pas des calculs pour chaque valeur? Là, vous n'avez que 3 valeurs, mais des fois, on en a 10, 15, 20. Et donc, pour éviter de faire une moyenne qui ne serait pas correcte en plus, parce que qui nous dit que eh bien, cette droite qui va représenter donc la fonction, ça corresponde à une moyenne des valeurs. C'est pas dit. Il peut y avoir une valeur qui soit un peu plus excentrée par rapport à la moyenne. Donc ça ne veut rien dire en fait physiquement parlant. Voilà pourquoi en physique, à chaque fois qu'on a donc au moins deux variables, eh bien on construit systématiquement une courbe d'une variable en fonction d'une autre. Voilà, c'est ce que j'aimerais que vous reteniez sur ce TP qu'on avait déjà, on avait déjà vu ce système donc sur des exercices, mais avec des tracés de courbes, mais également donc sur le dernier TP sur la diffraction. Voilà, à bientôt.